Dans cette session, nous allons découvrir le principe d'inversion de dépendance, ou DIP pour Dependency Inversion Principle. Avant de commencer, je tiens à expliquer pourquoi passer directement au D de solide et ne pas suivre l'ordre des lettres. En fait, c'est assez simple. L'inversion de dépendance est utilisée par les autres concepts pour résoudre les cas de violation de ces concepts. Nous en avons d'ailleurs eu un avant-goût lors de notre session précédente sur le Single Responsibility Principle. C'est pourquoi je préfère en parler maintenant pour pouvoir l'utiliser clairement dans le reste de ce cours. L'inversion de dépendance permet, comme son nom l'indique, de renverser le sens d'une dépendance. Je m'explique. Prenons le cas d'une classe A dépendant d'une classe B. On constate que la flèche va de A vers B. La dépendance peut provenir du fait que A a besoin d'un objet B, ou que A utilise une méthode de B, ou alors que A utilise une variable de B. La conséquence de cette dépendance est que si je modifie B, alors je mets A en risque. Supposons que A utilise une méthode de B et que B décide de changer le nom de cette méthode, alors A ne pourra plus compiler et il faudra à nouveau le changer et le déployer. Évidemment, c'est un exemple très simple, mais vous pouvez en imaginer de bien plus complexes. L'essentiel dans tout cela est que cette dépendance peut créer des effets secondaires dramatiques et potentiellement empêcher toute forme de test sur A. En effet, on peut imaginer que B dépende lui-même de tout un tas d'autres classes et qu'il faudra importer toutes ces classes pour tester A. Il faudra aussi prendre en compte tout changement dans ces classes. Pour éviter tout cela, nous allons inverser cette dépendance et donc rendre A indépendant de B. Alors comment fait-on? On prend la solution qui se trouve ici à droite. Le principe est en fait simple, vous créez une interface ou un contrat abstrait, ça peut être aussi parfois des classes abstraites dans certains langages, donc des classes qu'on n'implémente jamais, qu'on instancie jamais, donc définitivement un contrat. Et donc ce contrat, B va l'implémenter et vous changez toutes les références de B dans A par cette interface. Ainsi, on voit que A ne voit plus B, mais à la place voit son interface, alors on le voit ici. Et donc il voit l'interface I. Mieux encore, on va pouvoir remplacer B sans que A ne s'en rende compte. Ici, par exemple, je me suis permis de remplacer B par un mock de la classe B. Ce mock pourrait être une classe utilisée pour pouvoir tester correctement et de manière unitaire A, ce qui me permet d'avoir des résultats prédéfinis et des résultats fixes. Alors comment ça se traduit? Je vais prendre un exemple dans un langage que je connais, qui est Swift. Je vais ouvrir Xcode. Ici, on a déjà quelque chose qui est tout prêt. Alors on voit ici que j'ai bien une classe B, j'ai une classe A et que cette classe A dépend clairement de la classe B puisqu'elle l'utilise même en paramètres d'entrée. Ce sont des paramètres que vous noterez, j'injecte en fait. Donc c'est ce qu'on appellerait de l'injection ici l'injection de dépendance. J'injecte une dépendance dans une classe. Alors comment rendre A indépendant de B? Eh bien la première chose à faire, c'est de créer ce qu'en Swift on appelle un protocole, qui correspond en fait à ma notion d'interface tout à l'heure. Donc que je vais appeler ici classe B protocole, et qui va être donc la façon dont je vais décider d'utiliser donc le contrat que je vais implémenter pour la classe B. Alors ici, pour aller plus vite, je vais copier-coller cette fonction et je vais décider que tout ce qui va pouvoir implémenter le protocole de classe B, donc cette interface, va devoir implémenter, va devoir disposer d'une fonction qui va s'appeler printName. Comme je l'ai dit après, on remplace dans A toutes les références à classe B pour les casser complètement. Et donc, on voit bien que soudain, ici, A ne dépend plus de B puisqu'il n'y a plus aucune présence. Alors évidemment, pour l'instant, mon objet ne compile pas puisque la classe B n'est pas déclarée comme implémentant ce protocole. À partir du moment où je décide qu'elle implémente ce protocole, on voit bien qu'ici, mon test fonctionne exactement de la même manière. Je pourrais même aller plus loin en créant par exemple, comme je l'ai fait, une classe mock classe B, qui implémenterait donc mon protocole, qui se trouve ici. Ensuite, reste à implémenter la méthode et à retourner par exemple une valeur que je connais qui s'appellerait test. Et ensuite, on voit bien qu'ici, je pourrais substituer à la classe B mon mock de classe B et je pourrais même me permettre, le cas échéant, de pouvoir faire un test et de pouvoir obtenir ici exactement le résultat attendu, et donc de pouvoir faire des tests unitaires. Pour poursuivre sur le concept d'inversion de dépendance et sur le principe d'inversion de dépendance, je vais examiner un pattern qui est assez classique, qui est le pattern MVC. Alors le pattern MVC, comme vous le savez sûrement, c'est un pattern qui implique ici un contrôleur, qui va ici se servir d'un modèle, et puis ensuite qui va aussi utiliser une view. Alors dans l'idéal, c'est un pattern qui est assez pratique et qui permet de nombreux développements, notamment quand vous développez des front-end.
Le problème, c'est que généralement, le pattern MVC, comme vous allez le voir, est souvent implémenté de cette manière. Alors, je m'explique. Souvent, l'implémentation de la view utilise le modèle directement, souvent le contrôleur utilise le modèle, ce qui est assez souvent dans le pattern. Et puis ici, on voit souvent que le contrôleur utilise une view, mais que la view utilise elle-même le contrôleur, ce qui peut être le cas par exemple si la view dispose d'un bouton et que ce bouton est censé appeler une méthode dans le contrôleur. En fait, on constate ici qu'il y a des dépendances qui sont créées qui sont très fortes. Cette dépendance-ci est une dépendance très forte. Cette dépendance-ci est aussi une dépendance très forte. Et donc, on obtient beaucoup de problèmes. Le pire des problèmes étant qu'en fait, ici, on crée même un cycle de dépendance. Or, chacun sait que dans un graphe de dépendance, si on crée un cycle, on crée un gros problème. Alors, comment on résout ce problème de ce pattern MVC et comment, personnellement, je l'implémente? Je vais vous montrer la solution que j'utilise. Alors, la solution que j'utilise est, de mon point de vue, assez facile. Comme vous le voyez ici, d'abord, cette grande partie qui est ici définit des frontières. Vous remarquerez que les frontières ne sont franchies que dans un seul sens. Donc je franchis tout le temps les frontières dans ce sens ici, dans le sens qui est défini ici. Alors comment ça fonctionne? La view a toujours une dépendance vers le contrôleur, ce qui en soi ne me gêne pas, puisque la view est un composant qui est relativement instable et qui est appelé à changer de manière assez fréquente. Ici, on constate enfin que le contrôleur n'est absolument pas au courant de sa view. On pourrait y implanter n'importe quel type de view, puisque j'ai défini ici un système d'interface, et donc le contrôleur voit la view sous le principe d'un iView. Je vois aussi que mon contrôleur se protège du modèle. Alors comment il se protège du modèle? En fait, en créant une interface face au modèle. Alors pourquoi? Parce que par expérience, les modèles sont souvent des choses qui changent. Il suffit que le business change une règle et le modèle va changer. Il suffit qu'un développeur décide d'ajouter une fonctionnalité au modèle et votre modèle va changer. Et en fait, c'est ce que moi j'appelle aussi des composants qui ont un facteur de changement assez important. Donc ici, c'est un composant qui est très stable. Ici, c'est un composant qui est très instable. Pardon. Ici, c'est un composant qui est appelé à changer. Dans ce modèle, en fait, dans cette implémentation du pattern MVC, alors certains pourraient me reprocher ici que j'utilise ici un modèle transitoire entre la view et le contrôleur qui s'appellerait viewModel. Alors effectivement, et on se rapprocherait quelque part du pattern MVVM. Pour moi, en fait, c'est un mixte. Alors ce mixte me permet quoi? Me permet en fait de développer mon contrôleur de manière totalement indépendante et en n'étant pas du tout responsable du développement de la view et encore moins du développement du modèle. Ce qui me permet au final de pouvoir totalement unit tester mon contrôleur et d'en faire quelque chose qui soit complètement encapsulé derrière une frontière que tout le monde traverse, mais traverse uniquement dans un seul sens et dans un sens que je connais.